Journal de bord du capitaine, 23 avril 2026. Aujourd'hui, on parle de Starfleet Academy. Une série qui a fait couler beaucoup d'encre. 40 ans avant de voir le jour, une série déjà annulée alors que sa saison 2 n'est même pas diffusée, et aussi une série bien plus qualitative qu'il n'y paraît. Benjamin, activez les moteurs à distorsion. Un long voyage nous attend. Comment je suis censé faire ça, moi? Tes cheveux, là, ils font un truc bizarre. Ok, et bah, moteur distorsion activé, on met les gaz. Star Trek. Saga de science-fiction au travers de laquelle voyage notre imaginaire. Sa mission, depuis 60 ans, nous donner la vision d'un futur optimiste, où les humains ont dépassé leurs querelles inutiles et construisent un avenir pacifique avec l'ensemble de la galaxie. Et au mépris des haineux, continuer de porter ce message de génération en génération. Bonjour à tous. Déjà, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. Pour ceux qui nous suivent, c'est pas la première fois que je parle de Star Trek. En plus, j'ai suivi en short avec vous, disponible sur Instagram, TikTok et YouTube, chaque épisode de la saison 1. Donc si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, je vous laisse aller regarder ces petites vidéos. Et ce petit culte va se dérouler en 3 parties. Les coulisses de la création de la série, mon avis et mon analyse sur cette saison 1 et les raisons de son annulation. Si seulement l'une de ces parties vous intéresse, je vous laisse vous référer au timecode présent en description. Avant d'attaquer la vidéo, n'oubliez pas de liker, booster, commenter et partager la vidéo. C'est très important pour nous, on est encore une petite chaîne. D'ailleurs, on vient d'atteindre les 2000 abonnés et on vous remercie d'être autant à nous suivre. Et quand je dis laisser un commentaire, le but est qu'on puisse débattre tous ensemble de la série, mais surtout de débattre sainement. Car comme beaucoup d'œuvres de science-fiction universalistes, comme Doctor Who par exemple, la série attire son lot de haineux et on tient absolument à ce que notre espace commentaire reste sain. Pour ceux qui voudraient accuser la série de wokisme et nous dire « gna gna gna, Spock c'est un vulcain wokiste » et de nous dire que la série a été annulée à cause de ça et qu'elle est nulle à cause de ça, les gars, sachez qu'on parle de Star Trek. Si tant est que le wokisme existe réellement, on pourrait même presque dire que Star Trek l'a inventé, et ce, dès les années 60. Et à ce propos, je vais citer directement un tweet de William Shatner, l'interprète du mythique Capitaine Kirk de la première série, qui a fait un post à la suite de l'annulation de Starfleet Academy. Lors de la première diffusion de ma série Star Trek, où un baiser était jugé choquant, de nombreuses chaînes du Sud ont déprogrammé l'épisode et condamné la série. Aujourd'hui, on parlerait sans hésiter de conneries woke sur la diversité, l'équité et l'inclusion, car cela allait à l'encontre des normes de la société de l'époque. Force est de constater que peu de choses ont changé. Et quand Star Trek, la nouvelle génération, est sortie, il y a eu un déferlement de haine parce que ce n'était pas Star Trek et les acteurs craignaient probablement les réactions des fans. Capitaine, nos radars détectent une flotte de gna gna gna, Spock est un vulcain wokiste qui fonce droit sur nous. Armez les boucliers, on y va coûte que coûte. Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, lorsqu'il a créé la première série dans les années 60, il voulait que l'équipage de son vaisseau représente la paix sur Terre au XXIIIe siècle. Et donc voulait voir des personnages issus de différentes origines ethniques travailler ensemble. Le vaisseau était piloté par Chekhov et Sulu, respectivement russes et américains d'origine asiatique. Les communications sont supervisées par Uhura, qui vient des États-Unis d'Afrique. Et l'ingénieur en chef est un Européen. Il se nomme Scotty et est écossais, comme c'est original. Je suis François les Français, François les Français. On est en 1966 et à cette époque, aucune série ou film américain n'a autant de diversité à l'écran. Car le futur, selon Roddenberry, c'est un futur où des choses comme la guerre, le racisme, l'ethnocentrisme ou le protectionnisme n'ont plus lieu d'être. L'être humain est au-dessus de ça, est tourné vers l'univers et a compris que le pacifisme, la diplomatie et la réflexion étaient plus pratiques pour coexister avec tous les peuples qu'ils allaient découvrir dans l'univers. Car le futur, selon Roddenberry, c'est un futur où des choses comme le racisme, la guerre
L'ethnocentrisme ou le protectionnisme n'ont plus lieu d'être. L'être humain est au-dessus de ça et est tourné vers l'univers. On a compris que le pacifisme, la diplomatie et la réflexion étaient plus pratiques pour pouvoir coexister avec tous les peuples qu'on allait rencontrer. Et c'est pourquoi l'équipage de la première série est composé du plus connu d'entre eux, Monsieur Spock, qui est un extraterrestre originaire de la planète Vulcain. Les Vulcains, donc, premier peuple alien rencontré par les Terriens. Ils travaillent ensemble malgré leurs différences et leur manière presque opposée de voir le monde. Une voie pacifique basée sur l'entraide entre deux peuples, plutôt que de se faire la guerre pour imposer sa vision à l'autre. Et l'ADN de Star Trek, c'est ça, d'être le plus inclusif possible pour nous montrer une humanité plus mature que nous le sommes, où les minorités d'aujourd'hui représentent l'avenir, où les conflits et le colonialisme n'ont même plus lieu d'être. Et quand les séries ont continué à la fin des années 80, eh bien l'inclusivité s'est adaptée aux mœurs de l'époque, avec des équipages de plus en plus diversifiés. Next Generation voit son rôle principal attribué à Patrick Stewart, un acteur britannique jouant un Français. Deep Space Nine a pour acteur principal Avery Brooks, qui joue Benjamin Sisko, un Louisian issu d'une culture créole. Voyager a comme rôle principal la première capitaine de la série, Catherine Janeway. Bref, vous avez compris. Et ça, c'est pour parler seulement des capitaines des séries. Si on commence à détailler les nombreux équipages et la diversité qu'il y a eu dans tous les équipages des séries Trek, eh bien on n'a pas fini. Les séries évoluent en même temps que leur époque et deviennent forcément de plus en plus inclusives avec le temps. Donc pour tous ceux qui critiquent Starfleet Academy parce qu'elle serait trop inclusive, vous avez déjà regardé Star Trek ? Vous vous êtes déjà interrogé sur le message que la série a à transmettre ? S'il y a vraiment des fans de Star Trek qui critiquent très précisément cet aspect-là de la série, je vous vois vraiment comme le personnage de Jesse Plemons là, dans les épisodes de Black Mirror de USS Callister. Fan d'un truc, sans comprendre ce que ça raconte, et qui plus est incapable de transmettre ce message dans les comportements que vous avez dans la vraie vie. Même si, de vous à moi, je pense que ce genre de personnes, il y en a assez peu. Et comme pour Doctor Who, qui est aussi touché par ce phénomène, eh bien, pour moi, ce sont juste des gros racistes homophobes qui se prétendent être fans des séries et qui, au final, viennent juste s'incruster sur les subreddits dédiés aux séries pour déballer toute leur haine. Ou alors aussi pour faire des vidéos qui font plus de clics sur YouTube. On vous voit, hein. Et d'ailleurs, si vous voulez un moyen de les débusquer, j'ai trouvé une super solution, ça marche à tous les coups. En fait, dès que vous voyez comme ça des commentaires qui disent « oui, il y a trop de femmes, il y a trop de personnes de couleur ou quoi que ce soit » sur des séries comme Star Trek ou Doctor Who, eh bien vous, en tant que fan, répondez-leur des grosses réponses de nerd. Moi, c'est ce que je fais notamment avec Doctor Who parce que je m'y connais plus. Eh bien, du coup, vous leur dites des trucs genre « ouais, dans tel épisode, dans telle saison, et puis il y a telle réplique, et puis dans l'épisode 40 de la saison 7, eh ben il se passe ça. » Eh bien, je peux vous dire que si c'est un vrai fan et qui connaît vraiment la série, eh bien du coup, il va vraiment vous répondre et du coup, vous aurez un débat sain. Même si la base du débat est pas saine, au moins vous pourrez essayer de le convaincre qu'il est juste un gros raciste. Et si il est pas fan, eh ben il va tout simplement pas vous répondre, vu que vous lui donnez aucune bille qui lui permette de vous répondre. Voilà, ça c'était le petit tip pour vous débarrasser des fachos sur internet. Si vous en voulez encore, n'hésitez pas à m'en demander en commentaire, j'en ai plein dans ma besace. Et sinon, qu'on soit très clair, ramener un acteur, une actrice ou un personnage à ses origines, à sa couleur de peau, à son sexe, à son orientation sexuelle, ou à ses origines, eh ben c'est du racisme, ou du sexisme, ou de l'homophobie, ou en tout cas de la haine, quoi. Et qu'à partir du moment où on rentre dans ces débats-là, on ne parle plus de cinéma, on ne parle plus de séries télé, on ne parle plus d'art en lui-même. Surtout, on donne de l'importance à des avis fascisants qui devraient même pas en avoir. Et on s'éloigne, lentement mais sûrement, de l'avenir radieux que Gene Roddenberry avait prévu pour nous. Et si des œuvres prônant l'inclusivité et le pacifisme vous gênent, si l'embauche d'acteurs, d'actrices ou de créatifs issus des minorités vous dérange, pour quelque raison que ce soit, c'est pas l'œuvre le problème. Et ça le sera jamais, je dis bien jamais, pour ces raisons-là. Et pour finir cet aparté introductif que j'avais pas envie de faire, mais bon, quand je vois l'espace commentaire des contenus sur Star Trek et Doctor Who, je me suis un peu senti obligé de le faire.
je vais finir par une citation, une traduction d'un vers de Bob Marley. La couleur de peau d'un homme n'a pas plus d'importance que la couleur de ses yeux. Voilà, en tout cas ma position sur le sujet, elle est claire, et maintenant que tout ça est déblayé, on va pouvoir enfin avoir un débat et une réflexion saine autour de Star Trek, Starfleet Academy. Capitaine, je crains qu'à ce rythme-là, les boucliers ne tiennent pas longtemps. Est-ce que vous voulez que je tente une manœuvre vers les coulisses des origines de la série? Je vous en prie, Benjamin, ça nous laissera le temps de faire les réparations nécessaires. Attention, ça va secouer un petit peu. L'idée d'une série centrée sur la Starfleet Academy était dans les tuyaux depuis un sacré bout de temps. En gros, dans l'univers Star Trek, les peuples de la galaxie font partie d'une fédération. Un peu l'équivalent spatial de l'ONU en fait. Et pour former ces professionnels de l'espace à l'idéologie de la fédération, eh bien il y a une académie. Et l'existence de cette académie, elle est suggérée depuis la première saison de la première série, où les personnages se remémorent leurs jeunes années. Le premier projet Starfleet Academy aurait dû être le 4e film Star Trek au milieu des années 80. Et à peu près dans le même temps, quand la saga est revenue sous forme de série, eh bien, on a failli avoir une série Starfleet Academy. Mais bon, finalement, ça a été Star Trek The Next Generation. Et c'est d'ailleurs avec Next Generation que le campus de l'Académie à San Francisco est enfin montré, et reviendra dans quelques scènes du film de 2009. Et à la suite du succès de Next Generation, les spin-offs s'enchaînent. D'abord Deep Space Nine, puis Voyager, et enfin Enterprise. Et l'idée de faire une série qui attire un public plus jeune, qui se déroule à l'Académie, trotte encore et toujours dans la tête de Roddenberry. Et dans les années 90, c'est l'explosion des séries pour ados, avec notamment la plus connue d'entre elles, Buffy contre les vampires, ce qui fait que Paramount réfléchit très sérieusement à donner une version adolescente à l'univers Star Trek, et donc de faire un spin-off sur l'Académie. Après tout, c'est pas si con, hein. La majorité du public de Star Trek a jamais vraiment été des ados, en tout cas à cette époque, donc bah ça a du sens. Mais en fait, tout ce projet aboutira à Star Trek Enterprise, le dernier spin-off de l'ère 80-90-2000 des séries Star Trek. Qui ne se passe pas du tout, mais alors du tout à l'Académie, mais pour le coup, c'est une série qui est plus jeune que les autres séries Trek, et ce de tous les points de vue. Déjà, le cast est plus jeune de manière générale, mais aussi car la série se passe environ 100 ans avant la série originale. Donc on met en scène une humanité plus jeune dans sa découverte de l'espace. Une humanité qui n'a pas encore acquis la maturité présente dans les autres séries. Une humanité qui apprend, qui découvre et qui est en voie de devenir le peuple sage des autres séries. Le choix est logique, vu que ce concept permet d'attirer le jeune public sans être en rupture complète des autres séries Trek. Le seul projet Starfleet Academy qui a abouti est un jeu vidéo, sorti en 1997 sur PC. C'est une espèce de simulateur de vol spatial où le joueur incarne un cadet de l'Académie. Les cinématiques du jeu verront apparaître les personnages de Kirk, Chekhov et Sulu, interprétés par leurs comédiens respectifs. On peut noter d'ailleurs que le titre a la même police et la même présentation que pour la série. Vous êtes de la télé? J'ai des informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt. Et il y a 9 ans, bientôt 10, en 2017, la saga Star Trek revient enfin sous forme de série télé. Après une trilogie cinéma qui n'est pas canon au reste de l'univers Star Trek, Alex Kurtzman, un des gars de l'équipe de J.J. Abrams, reprend la gestion de l'univers canon en commençant par Star Trek Discovery. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, parce que le showrunner de base de Discovery, c'était Brian Fuller, hein, le créateur d'Hannibal, mais il s'est fait remplacer en cours de route. En vrai, ça participe à tout le bordel qu'est Discovery. Si un jour vous voulez que je vous fasse un petit culte sur Star Trek Discovery, déjà, vous pourrez enfin comprendre pourquoi je déteste autant la série, et aussi parce qu'au niveau de ses coulisses, rien qu'au niveau de sa saison 1 et de la structure de sa saison 1, c'est un bordel monstre assez fascinant, et vous commencez à me connaître, moi, les bordels monstres en coulisses, j'adore ça. Et pour tout vous dire, à partir du moment où le revival avait été annoncé à l'époque, on avait les rumeurs que les séries Star Trek allaient revenir, j'aurais mis ma main à couper que cette première nouvelle série se serait centrée sur l'Académie. Déjà parce que c'était la théorie de beaucoup de fans à l'époque, mais aussi parce que je pensais, et je pense toujours, que c'est une base assez saine et assez solide pour reprendre l'univers Star Trek avec un nouveau point de départ.
Je pense vraiment que ça aurait été une manière idéale de reprendre le lore, en posant de nouvelles bases, en attirant un nouveau public. Et en plus, vu que je me doutais que Paramount allait vouloir faire tout un tas de spin-offs, bah ça aurait permis aux personnages de cette nouvelle série d'être une base, et on aurait pu les voir vieillir tout au long des spin-offs. Et en vrai, je pensais aussi que la série aurait dû se passer à la suite de tous les Star Trek, histoire de continuer tout ça et de repartir sur des basses scènes. Et aussi, j'estimais que cette nouvelle série, quelle qu'elle soit, aurait dû se dérouler à la suite de toutes les séries Trek. Comme ça aurait pas posé de problème de continuité et on aurait pu repartir sur un nouveau Star Trek de tous les points de vue. Mais ça n'a pas été le cas du tout. Je me suis trompé sur toute la ligne. Car la première série de ce second revival télé de la saga a été Star Trek Discovery. Une série préquelle à la série originale, se passant 10 ans avant et se passant sur un vaisseau, c'est-à-dire comme toutes les autres séries Star Trek, pas d'académie à l'horizon. Série qui permettra Strange New World, une autre préquelle à la série originale, qui reprend les mêmes personnages se déroulant dans le même vaisseau 6 ans auparavant. Puis s'en est suivi le spin-off catastrophique qui a échoué sous forme de téléfilm, Section 31. Picard et les séries d'animation Prodigy et Lower Deck, elles, seront enfin une suite aux autres séries avec plus ou moins de succès et de qualité, auprès des fans comme des néophytes. Même quand il rame, il est mignon. Je veux pas cette tête belle. Et depuis 2017, Alex Kurtzman remettait de temps en temps sur la table le projet d'une série Starfleet Academy, notamment dès 2018 où il déclara être en développement d'une série Starfleet Academy avec Josh Schwartz, qui est connu pour ses teen dramas, notamment Gossip Girl ou Chuck, et aussi avec Stephanie Savage. Mais ce projet ne verra jamais le jour. En fait, la première fois qu'on a vraiment une vraie confirmation que cette série va enfin exister, c'est en 2023 où elle va rentrer en production. Et avec en prime une autre information capitale, la série se déroulera au 32e siècle. C'est-à-dire qu'elle sera une suite à toutes les autres séries Star Trek. Même une suite directe à Discovery. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que Discovery était une préquelle aux autres séries Star Trek, parce qu'elle se passait en fait avant la série originale. Mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'au milieu de la série, elle fait un bond dans le temps, arrive au 32e siècle, et du coup passe de préquel des séries Star Trek à séquel de toutes les autres séries Star Trek. Et en fait, c'est cette série-là qui va connecter temporellement l'époque du Capitaine Kirk et la nouvelle période qui est explorée maintenant dans les séries Star Trek. Quoi qu'il en soit, c'est une réelle bonne nouvelle parce que la série va enfin pouvoir aller de l'avant, construire son lore sans être prisonnière du passé, et enfin ouvrir un nouveau chapitre de son récit futuriste. La série commence donc sa production en 2023, le pilote est tourné en 2024 et la saison 1 va être diffusée en 2026. Et en fait, tout ça, c'est parce que la série, elle a directement été confirmée pour 20 épisodes, c'est-à-dire 2 saisons de 10 épisodes, ce qui va leur permettre de prendre leur temps de faire la post-prod de la saison 1, et surtout de pouvoir nous sortir la saison 2, attention accrochez-vous, à peine 1 an après la sortie de la saison 1. Vous vous rappelez là de cette période où à chaque fois en septembre on avait une nouvelle saison d'une série, où on n'avait pas à attendre 2 ans, 3 ans, voire 4 ans entre 2 saisons d'une série? Y a beaucoup de choses à reprocher à l'ère Kurtzman sur Star Trek, mais en tout cas sur notre période, là, fin année 2010, début année 2020, les séries Star Trek font partie des seules séries où on avait moins d'1 an à attendre entre la diffusion de chaque saison. Et ça, c'était pour le mieux. D'ailleurs, regardez, la saison 3 de Strange New World était l'été dernier, et si tout va bien, on va avoir la saison 4 cette année. En tant que showrunner de l'univers Star Trek, Alex Kurtzman va bien évidemment développer la série, mais il va confier le co-showrunnage à Noga Lando, et la rédaction des scripts, quant à elle, sera gérée par Gaia Violo. Bon, et maintenant, on va présenter les 3 têtes créatives de la série. Alex Kurtzman, scénariste-producteur, qui nous vient des séries Hercule et Xena. On n'avait pas parlé de ces séries-là encore dans les petits cultes. Et intègre la team J.J. Abrams lors de la série Alias. Il développe pour lui la série Fringe et écrit les scénarios des 2 premiers films Star Trek de J.J. Abrams. En 2017, il se voit confier la franchise et se fait détruire par les fans, car selon eux, il n'accorde pas assez d'importance à l'aspect philosophique de la saga. Ce que je trouve assez vrai, mais à nuancer.
Mais petite parenthèse parce que j'y pense, débattre sur le fait que les séries Star Trek de l'ère Kurtzman sont pas assez philosophiques, ça, c'est des débats sains dans le fandom Star Trek. On cherche à savoir ce qui fait l'univers Star Trek, on cherche à comprendre ce qui nous plaît à l'intérieur, et on a des débats où on peut s'appuyer sur les épisodes, sur les scénaristes, sur la manière de réaliser, sur les messages transmis. Ça, c'est des débats sains dans l'univers Star Trek. Non, parce que tout à l'heure, je vous parlais de débats malsains dans l'univers Star Trek, je voulais quand même vous donner un exemple de la vision que j'ai, en tout cas pour moi, de ce qu'est un débat sain autour d'un univers de fiction. Nogalando, une nouvelle arrivée dans l'univers Trek. Une vraie fan regardant Next Generation étant enfant, elle n'a pas particulièrement grandi avec la série originale à cause de son père qui n'est pas Martin Landau, mais qui était beaucoup trop fan de Jean-Luc Picard pour montrer à sa fille des épisodes avec le Capitaine Kirk. À ce niveau de transmission de nerderie paternelle autour des débats de l'univers Trek, je trouve ça vraiment trop mignon. Par contre, c'est une grande fan de Voyager, et elle a raison, ainsi que de toutes les autres séries Trek. En termes de carrière, elle vient de la série américaine Nancy Drew, créée par Josh Schwartz, le créateur de Gossip Girl et de Chuck, qui s'est retrouvé à développer la proto-série Starfleet Academy avec Kurtzman en 2018. Et pour finir, Gaia Violo. Nouvelle aussi dans l'univers Star Trek, j'ai pas trouvé grand chose sur elle, mais sans aucun doute, c'est une grande fan de Star Trek au vu de la direction qu'a pris Starfleet Academy et surtout au vu du nombre de références aux anciennes séries Trek. On a notamment dans la série un personnage de Voyager et quelques références à Deep Space Nine. Capitaine, nous allons entrer dans la zone critique et analyse de la série, mais j'ai bien peur que la flotte de Gna 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 Spock est un vulcain wokiste revienne. Qu'est-ce que je les déteste! C'est un risque à prendre lorsqu'on explore les confins d'Internet, Benjamin. Armer les torpilles à photons. Je vais faire tout ce que je peux, mais ce que vous me demandez là, c'est un miracle. Et c'est ainsi, après 40 ans de péripéties, que le projet Starfleet Academy arrive enfin sur nos écrans le 15 janvier dernier, sur Paramount+. Avec, comme je l'ai dit, une première saison de 10 épisodes qui sera diffusée semaine après semaine. Et déjà, premier point positif, 10 épisodes. Je fais partie de ceux qui trouvent que les séries américaines actuelles sont beaucoup trop courtes, mais je trouve que 10 épisodes, c'est un bon compromis. Parce que, en vrai, mon vrai format préféré, c'est les saisons à 12-13 épisodes, parce que je trouve que les saisons à 20 épisodes, en vrai, c'était bien, parce qu'on pouvait créer un vrai lien avec les personnages de la série, mais dans la globalité, c'était souvent trop long, et il y avait souvent 3-4 épisodes à jeter dans ces grandes saisons-là. C'est assez rare, en vrai, les séries qui ont des saisons de 20 épisodes, qu'on fait 20 épisodes parfaits. Si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire la liste des saisons à 20 épisodes qui sont parfaites, mais en vrai, il y en a quand même pas beaucoup. Par contre, à contrario, il y a un autre format que je trouve vraiment trop court, et ça j'en ai déjà parlé dans mes critiques sur les séries télé, c'est les saisons de 8 épisodes. 8 épisodes, quand t'as plusieurs et beaucoup de personnages, c'est juste beaucoup trop court en fait, t'as pas le temps de développer un vrai truc. Non, 10 c'est bien en fait, ça évite les longueurs que peuvent parfois quand même avoir les saisons de 12 épisodes, ça reprend une structure d'une demi-saison à 20 épisodes. Non, là-dessus 10 épisodes c'est bien, et en plus la série c'est plutôt bien servi de ces 10 épisodes. On mélange les épisodes qui vont vraiment totalement se concentrer sur un personnage ou 2 personnages précisément, avec les épisodes où on fait avancer le groupe. Du coup, il y a 0 longueur, on peut même se permettre de petits écarts, de petites errances de temps en temps. Non, franchement, je suis de plus en plus fan du format à 10 épisodes. Par contre, qu'on soit bien d'accord, les saisons de 8 épisodes où il faut attendre 4 ans entre chaque saison, c'est toujours, et ça restera toujours, un grand non. Et sinon, vous l'avez sûrement déjà compris, mais avant même de commencer la série, j'étais déjà content pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai toujours trouvé que le concept de se centrer sur l'académie était une super idée. Et la deuxième, c'est que cette série prenait place au 32e siècle, après toutes les séries Star Trek. Et pour moi, c'était surtout ça, la bonne nouvelle. Car si j'ai bien un problème avec l'univers Star Trek depuis son retour en 2017, c'est la cohérence chronologique. Je vous explique. La série originale se déroule au 23e siècle, et dépeint un futur comme on pouvait le représenter dans les années 60. Next Generation, Deep Space Nine et Voyager se passent au 24e siècle et représentent le futur comme on pouvait le faire dans les années 80-90. Le gap de 100 ans
se ressent énormément et on se projette facilement dans ces futurs qui sont cohérents entre eux. Puis arrive Enterprise, qui se déroule 100 ans avant la série originale, mais qui est produite 35 ans après, c'est-à-dire en 2001. Donc là, les équipes avaient un vrai défi à relever, faire en sorte qu'une série des années 2001 soit une préquelle crédible à une série des années 60. Et c'est réussi. La technologie est plus rudimentaire, certaines technologies ne sont pas encore inventées, et ça crée de l'enjeu pour la résolution des intrigues. Mais surtout, à la fin de sa saison 4, on a un aperçu du futur via l'univers miroir. Et les personnages sont habillés comme dans la série originale. Par le simple biais des costumes, on rend la chronologie visuellement cohérente. Dans Deep Space Nine, les personnages voyagent dans le temps, dans un épisode de la série originale, et on y mêle les extraits de la série des années 60 avec celle des années 90. Donc pour moi, il aurait été logique qu'en 2017, les nouvelles séries prennent place au moins au 25e siècle, ou alors de respecter les représentations des différentes époques. Parce que quand je regarde Discovery ou Strange New World, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça casse complètement la cohérence chronologique. L'Enterprise de Strange New Worlds a l'air bien trop futuriste, alors que c'est censé être le même vaisseau que dans la série originale. Et puis Discovery, dans sa saison 1, il multiplie les incohérences avec la série, et pas que visuelles d'ailleurs. Ils ont bien déplacé l'intrigue au 32e siècle en cours de série, mais pour moi ça aurait dû être fait depuis le début. Parce que si Disco s'était déroulé au moins au 25e siècle, on aurait pu avoir les mêmes intrigues, la même série, mais avec aucun, je dis bien aucun, problème de continuité. On n'aurait juste pas eu les personnages de Spock ou Pike, mais en vrai, Discovery avait vraiment pas besoin de ces personnages-là. Et puis Strange New World, c'est une série que j'aime malgré tout, mais en vrai, enchaînez-vous Strange New World et la série originale, on se rend bien compte que les séries se lient assez mal entre elles. Et pour en revenir à Starfleet Academy, le truc c'est que maintenant, je ressens pas assez le gap technologique de quasiment 1000 ans qu'il est censé avoir entre Strange New World et elle. Alors que si l'Air Kurtzman n'avait jamais traité le 23e et le 24e siècle, ces problèmes-là ne se seraient jamais, mais alors jamais passés. Et dans le fandom, on aurait pu un peu plus se concentrer sur la qualité réelle des séries, plutôt que de se prendre la tête et de s'écharpiller sur la chronologie. Look, we're not nerds. If we're nerds, you're nerds. Mais bon, quoi qu'il en soit, le passé c'est le passé, c'est d'ailleurs le cas de le dire. Starfleet Academy se déroule au 32e siècle, et ça reste une bonne idée. La série va enfin pouvoir arrêter d'être prisonnière de son lore, elle va pouvoir enfin aller de l'avant, elle va pouvoir construire quelque chose. Elle va pouvoir construire, mais sans forcément renier son lore non plus. Elle va juste pouvoir avancer. Parce que dans la série, dans les personnages principaux, il y a notamment 2 personnages issus de précédentes séries Trek. Tig Notaro, qui était un des membres de l'équipage du Discovery, et d'ailleurs parmi tous les personnages qui avaient à faire revenir, heureusement que celle qui revient, parce que c'était clairement une des grandes qualités de la série. En plus, on va inclure le fait que c'est une voyageuse temporelle et qu'elle n'a pas forcément sa place dans l'époque. Bon, en vrai, c'est pas exploité plus que ça, mais ça fait partie des traits caractérisés du personnage et j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit. Et l'autre personnage qui fait son retour, c'est le Docteur. Alors non, pas le Seigneur du Temps. Le Docteur qui est un hologramme vivant joué par Robert Picardo, qui vient de la série Voyager et qui du coup là est un hologramme vivant qui a 900 ans, qui a donc une certaine maturité, qui a traversé les époques et du coup qui a à peine vieilli pour pouvoir vivre les aventures de Starfleet Academy. Et on va aussi avoir d'autres tours, notamment un des épisodes qui se concentre sur la fin de Deep Space Nine et du destin du capitaine Benjamin Sisko. On va même avoir son fils qui va revenir, ainsi que quelques autres références. Et on va aussi avoir le personnage de Tilly, qui est un autre plutôt bon, on va dire pas tout le temps bon personnage de Discovery. Donc voilà, la série ouvre un nouveau chapitre de son histoire, mais comme un des points positifs de la série, clairement, elle sait quoi faire de son héritage. Et vu que c'est une suite, elle fout pas le bordel dans la chronologie. Donc ça, c'est un premier bon point pour Starfleet Academy. Maintenant, on va aborder un sujet assez délicat. Est-ce que cette série représente l'esprit Star Trek ? En fait, parmi les fans de Star Trek, beaucoup estiment qu'Alex Kurtzman ainsi que toutes les équipes de scénaristes qu'il a embauchées pour ces différentes séries ne comprennent rien à Star Trek,
trop d'action, pas assez de réflexion, pas assez de philosophie, et surtout des personnages qui n'ont rien de la maturité trekkienne. En fait, la maturité trekkienne, c'est parce que les personnages, du coup, ils sont dans le futur, ils sont éduqués aux préceptes de la Fédération, donc ils sont censés être beaucoup plus sages que nous, beaucoup plus au-dessus de tout un tas de problèmes. Et en fait, c'est vrai que c'était vraiment le cas dans les précédentes séries Star Trek, surtout dans Next Generation et aussi surtout dans Deep Space Nine. Mais du coup, voilà, pour les fans de Star Trek, ça, c'est un aspect des personnages qui est vraiment important. Et du coup, ils disent que toutes les séries, depuis le retour des séries en 2017, n'ont pas ces aspects-là, en tout cas, n'ont pas ces aspects-là dans ces personnages. Et je suis en partie d'accord avec ça, mais en ce qui concerne Starfleet Academy, je trouve que ce n'est plus un problème. Car là où beaucoup de fans semblent penser que cette maturité et cette vision magnanime de l'univers semblent être innées chez tous les personnages et chez tous les membres de la Fédération, eh bien, en ce qui me concerne, pour moi, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. On peut pas renier notre nature humaine un peu animale, c'est justement à ça que sert l'Académie, à éduquer, à apprendre, à devenir justement plus diplomate, plus pacifiste. En fait, ce que je préfère dans Star Trek, c'est justement les personnages immatures qui vont devoir apprendre la philosophie trekkienne. Et c'est justement pour ça que ma série Trek préférée, c'est Enterprise. Et dans Starfleet Academy, ça a beau se passer 1000 ans après, et bien justement, là on se concentre sur des étudiants, sur des gamins, qui vont devoir apprendre d'eux-mêmes des notions comme la tolérance, l'acceptation des différences. Autre élément intéressant dans le placement chronologique de la série, Starfleet Academy se situe 125 ans après le Burn, ou le brasier en français. C'est un cataclysme qui a privé toute la Fédération de ses voyages rapides à travers la galaxie. On est donc à une époque où la Fédération est en train de se reconstruire et même les adultes doivent réapprendre certains préceptes de la Fédération. Et en parlant d'adultes, il y a bien sûr le personnage du capitaine. En fait, dans chaque série Star Trek, il y a un peu le personnage du capitaine. Donc cette fois-ci, elle est nommée chancelière, mais c'est quand même la capitaine de la série, Nala Eik. Interprétée par Holly Hunter, elle représente l'immaturité de la série. Elle passe son temps pieds nus, avachie dans son fauteuil de capitaine. Elle est justement là parce qu'elle n'idéalise pas la Fédération. Elle l'avait même quittée avant de la réintégrer au tout début de la série. Et en étant à la tête de l'Académie, elle forme le futur de la Fédération, capable de remettre en question cette Fédération qui doit faire peau neuve et doit s'adapter à sa nouvelle époque. Car contrairement à ce que beaucoup de Trekkies semblent penser, la Fédération n'a jamais été parfaite, ni même idéale. Et attention, ne tapez pas, mais ça c'est présent depuis la première série. C'est justement pour ça que l'équipage du Capitaine Kirk se pose autant de questions sur la manière d'agir. Comme toute institution, la Fédération pose des règles, on va dire, théoriques, mais encore faut-il arriver à les mettre en application vis-à-vis des situations qu'on rencontre. Elle représente une certaine utopie, certes, mais elle reste le fruit de compromis entre plusieurs civilisations. De plus, en plusieurs millénaires d'existence, elle a fini par être un peu impérialiste malgré elle. Et c'est justement cet impérialisme qui est discuté dans l'épisode final. Parce qu'en fait, c'est pas parce que la Fédération représente cette utopie que cette utopie est acquise pour l'éternité et qu'il faut pas sans cesse se battre pour la maintenir. Nusbraka, le méchant de cette première saison joué par Paul Giamatti, réunit un groupe, un cartel de peuples non membres de la Fédération, car il la tient pour responsable de la destruction de son monde. Et même s'il se révèle que la Fédération n'a pas détruit son monde, le cheminement de pensée qui l'a poussé à y croire et le fait même qu'il ait réuni des personnes anti-fédération montre bien qu'elle n'est pas absolument parfaite. Et je pense que Kurtzman, tout au long de son run, a justement voulu nous mettre en avant les imperfections de la Fédération, ainsi que les imperfections de ses personnages qui ont parfois du mal à respecter ses préceptes à la lettre. Bon, par contre, on est d'accord, c'était pas tout le temps bien fait. Je peux comprendre qu'on y voit là une trahison de l'esprit de base de Roddenberry, qui lui se servait de cette perfection pour justement aller plus loin, construire des sujets plus philosophiques et plus complexes. En plus, entre Discovery et toutes les conneries autour de la section 31, là, ouais, je veux bien qu'on ait de quoi douter que Kurtzman ait bien compris l'esprit utopique de Star Trek. Sauf qu'au moins, on a eu Strange New World et Starfleet Academy pour bien nous montrer que quand il veut, Kurtzman, il sait très bien aborder les vraies thématiques de Star Trek,
comme Roddenberry le faisait en son temps. Et on retombe sur nos pattes en voyant bien que le principal problème de Discovery, c'est qu'elle se déroulait pas justement au 32e siècle. Et s'il y en a qui doutent encore de ce que je viens de dire, voici une déclaration de Kurtzman suite à l'annulation de Starfleet Academy. Mais ne vous méprenez pas, Gene Roddenberry n'était pas un rêveur aux yeux étoilés. Il était pilote de bombardier décoré de l'armée dans le théâtre du Pacifique. Il avait vu de première main les conséquences sombres du pire de la nature humaine. Et sa vision de l'avenir n'était pas seulement une promesse d'espoir, c'était un avertissement. En une époque troublée et effrayante d'intolérance et de violence, Star Trek disait « Regardez, nous l'avons fait, mais juste à peine. D'abord, nous avons dû laisser derrière nous tous ces fléaux. Cela disait que ce qui nous rend glorieux en tant qu'espèce et nous donne de l'espoir pour l'avenir de la galaxie est inextricablement lié à ce qui nous rend dangereux les uns pour les autres, pour ce monde que nous habitions actuellement et pour nous-mêmes. Ce double message, d'espoir et d'avertissement, n'est pas juste un joli rêve, mais un appel à l'action, à réfléchir à qui nous sommes d'une manière différente. » Ce à quoi Nogalando a ajouté « Toute institution devrait pouvoir résister à un examen rigoureux. Elle devrait pouvoir sortir indemne de l'épreuve, y compris la Fédération. C'est pourquoi nous croyons si fermement en la Fédération et en Starfleet, au point d'être prêts à les mettre à l'épreuve. Et cela a déjà été fait dans les précédentes versions de Star Trek. Je pense aussi que la jeune génération de Star Trek doit avoir quelque chose à dire au monde. Or, nous vivons actuellement dans un monde où les gens consultent leurs réseaux sociaux plusieurs fois par jour et où on leur dit « ce sont les gentils, ce sont les méchants », sans aucune nuance. Il était donc essentiel de rappeler à notre public, dans cet épisode final, qu'il est normal de compatir avec Nusbraka. Et j'y reviens, hein. Mais tout ça, ça me conforte clairement dans l'idée qu'il fallait directement commencer par là, quand la série elle est revenue en 2017. Car en reprenant tout de zéro, avec une histoire comme Le Brasier, avec une histoire centrée sur l'Académie, Kurtzman ou même quelques scénaristes que ce soit auraient une base saine et solide pour construire sa vision de l'univers Star Trek et sa vision de la Fédération. Et en tout cas, s'il y a bien un concept que cette série a parfaitement compris, c'est l'union multiculturelle pour mieux avancer. C'est-à-dire qu'on est plus fort en groupe avec nos différences que tout seul dans notre individualité. Chaque personnage de la série a sa particularité liée à son espèce et va devoir apprendre à s'en servir au sein du groupe. En tant que jeunes adultes, ils vont bien évidemment remettre en question certains fondements de la Fédération, mais ils vont surtout apprendre ces fondements par eux-mêmes, en apprenant justement à s'apprécier entre eux et accepter leurs différences. On a le personnage principal, Caleb, qui est un rebelle de pacotille, un proto-Han Solo trop jeune pour être un vrai rebelle. Il se cherche une identité, car il a été privé de sa mère quand il était enfant, emprisonné par la Fédération et surtout par Nala Hake, qui, suite à ce choix, a quitté la Fédération, avant de la réintégrer pour diriger l'Académie et intégrer Caleb pour se racheter de lui avoir volé son enfance. En découle une relation maternelle entre ces deux personnages. Bon, ça servira entre autres d'excuse aux scénaristes à ce qu'elle passe sous silence toutes les conneries de Caleb, qui se serait fait virer de n'importe quelle autre école. Mais surtout, ça permet à la série de nous raconter une histoire autour du pardon et de la culpabilité. Nala Hake a quitté la Fédération qui l'a forcée à commettre un acte avec lequel elle était en désaccord. Cependant, elle finit par estimer que la Fédération donnera un cadre de vie sain et une éducation à Caleb qui lui évitera de tomber dans la criminalité. La mère de Caleb sera alors le grand point dramatique du final de la saison. Sera-t-elle du côté de Nusbraka? Continuera-t-elle d'en vouloir à la Fédération de lui avoir volé son fils? Ou comprendra-t-elle qu'elle n'était pas du bon côté de la justice et que la Fédération avait raison de l'emprisonner? Et si vous êtes là, c'est que vous avez vu la série ou alors vous avez la flemme de la regarder, donc ça vous gêne pas d'être spoilé. Et donc la mère de Caleb finira par comprendre que la Fédération, dans ses qualités comme dans ses défauts, elle est là pour servir le bien commun. Et au-delà de ce trio de personnages qui sert le propos principal, la série va organiser son équipe de personnages autour de 5 étudiants, autour de 5 cadets. Ils vont tous servir un discours d'espoir, de tolérance et d'acceptation de soi, chacun à leur manière. Et en plus, vu qu'on est dans le genre du teen movie, enfin plutôt de la teen series, vous m'avez compris,
ils vont aussi représenter les symptômes de certains mal-être adolescents. Tarima s'adale une télépathe qui va être hyper émotive. Genre vraiment hyper émotive, au point que ses émotions peuvent carrément la tuer. Elle a un inhibiteur d'émotions, tombera amoureuse de Caleb, et toute son intrigue tournera autour du fait d'accepter ses émotions, de se dévoiler aux autres, et de ne pas avoir honte de ce qui la rend unique. Jaden Krag, un Klingon qui n'aime pas particulièrement le sang et la guerre, ce qui est une hérésie pour un Klingon, doit se construire en tant qu'homme alors qu'il en rejette tous les codes imposés par sa culture. Cependant, il est quand même d'une loyauté sans faille, même auprès des personnes qu'il n'aime pas trop, tant qu'elles font partie de son groupe d'amis. Il va alors se retrouver témoin du personnage de Darem Remy, un cadet qui fuit ses responsabilités royales car il se sent plus lui-même au sein de la Fédération. Leurs deux destins sont très similaires, les personnages ne s'aiment pas au début de la série et vont apprendre à accepter ce qu'ils veulent pour eux-mêmes en acceptant l'amitié de l'autre. On a aussi le personnage de Genesis Litt, future capitaine, fille de capitaine, qui doute énormément de son avenir. Veut-elle devenir capitaine car elle y est prédestinée à cause du métier de son père, ou doit-elle se construire son propre avenir? Son héritage la rend-elle légitime ou justement illégitime? Et vous me connaissez, la meilleure pour la fin, Sam, ou Series Acclimatation 1000, une hologramme qui intègre l'académie en tant qu'émissaire. Elle doit récolter des infos sur les formes de vie organiques, pour en faire rapport à son peuple, qui est une forme de vie informatique. Et franchement, ce personnage est tellement bien écrit et tellement bien interprété qu'elle aurait pu être le personnage central de la série. L'épisode 5 qui est centré sur elle est tout simplement un chef-d'œuvre à lui tout seul. Quand le personnage arrive au début de la série, elle est programmée comme une enfant, un bébé, afin d'absorber les comportements des formes de vie organiques et remplir ses fonctions d'émissaire. Sauf qu'elle va découvrir les joies de la vie universitaire, les fêtes, l'amitié, et finira par recommencer sa vie en étant éduquée par le docteur holographique joué par Robert Picardo. Elle finit par transcender sa fonction d'émissaire pour devenir un être vivant à part entière qui n'a d'autre fonction que de vivre pour elle-même. Et tous ces personnages vont apprendre des uns des autres tout au long de la série. Ils vont se tromper, se relever, mais surtout formeront le futur de la Fédération, en comprenant la valeur des différences. Et c'est un des messages de la série, un message que j'aime beaucoup d'ailleurs. Nos différences font notre valeur en tant que groupe. Elles ne doivent pas être formatées ni effacées, elles doivent être valorisées. Capitaine, les Nya Spock est un Vulcain wokiste nous poursuivent encore. J'ai peur qu'on tienne pas tout le voyage. Et dans quel état sont les boucliers? Endommagé à 30%, capitaine. Alors dérivez toute l'énergie du vaisseau sur les boucliers. On va attaquer les explications de l'annulation de la série. Ils vont être plus virulents que jamais. Bon, et maintenant, pourquoi la série a été déjà annulée? En plus, du coup, ça fera de la série quasiment la plus courte de l'univers Star Trek. Les scénaristes voulaient faire 4 saisons, correspondant au cursus universitaire américain, et je vous avoue d'avoir que la moitié de la série, ça va être très frustrant. Je pense vraiment là qu'on a la meilleure série de l'ère Kurtzman, et je vois un avenir pour tous ces personnages, pour tous ces jeunes cadets auxquels je me suis attaché. Bon, après, pour l'instant, les fans sont quand même assez en colère, parce que je vous ai dit, du coup, la série, elle a quand même plutôt bien marché auprès des fans, auprès de la critique, les gens aiment la série. Du coup, il y a une pétition pour faire renouveler la série, d'ailleurs c'est sur change.org, je l'ai signé moi-même, je l'avais partagé dans l'onglet communauté de la chaîne, mais je vous la mets en description si vous voulez soutenir la série pour qu'elle ait ces 20 épisodes restants. Même si il y a quand même peu de chances que ça arrive, avec ce que je vais vous dire là, je pense vraiment qu'on est à la fin d'une ère pour Star Trek. Pour commencer sur les raisons de l'annulation de la série, la fin du contrat d'Alex Kurtzman avec Paramount, à qui appartient la série. Il a d'abord signé un contrat de 5 ans, de 2017 à 2022, puis a re-signé un contrat de 5 ans, de 2023 à 2027. Bref, le contrat de Kurtzman arrive à sa fin, et cette série était justement la série qui allait lui permettre de le faire renouveler. À l'heure où je tourne cette vidéo, Paramount n'a pas officiellement dit que Kurtzman était viré. Après, il y a eu la CinemaCon très récemment, où la Paramount a annoncé que il prévoyait de faire des films Star Trek. Donc Alex Kurtzman n'a pas l'air spécialement engagé dedans, surtout qu'il y a une rumeur il y a pas longtemps indiquant que la Paramount
voulait rebooter tout ce qui a été fait dans Star Trek depuis l'ère Kurtzman. Tout ce qui a été fait de Discovery jusqu'à Starfleet Academy, hop, on vire ça. Et ça, en vrai, je trouve que c'est pas une bonne nouvelle. Qu'on ait aimé l'ère Kurtzman ou non, ce qui fait le sel de ce genre d'univers, hein, que ce soit Star Wars, Star Trek ou même Doctor Who ou Stargate, eh ben c'est justement la continuité. Si on commence à voir des parties qui sont canons, d'autres qui sont pas canons, bah on perd vraiment un truc. Encore qu'en 2009, quand J.J. Abrams est arrivé avec ses films qui se passaient dans une timeline alternative par rapport à la série originale, ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal, parce que du coup, il voulait vraiment pouvoir prendre des libertés avec une saga de films, et puis bah, Star Trek, c'est quand même avant tout une série, même s'il y a un paquet de films qui sont sortis, donc du coup, je trouvais ça plutôt respectueux pour l'univers, de dire, bah écoutez, on va pas toucher à tout ce qui a été fait en série, et par contre, on va faire une petite trilogie de films à part, où on va pouvoir prendre des libertés avec l'univers. Ça, j'ai trouvé ça assez respectueux. Là, pour le coup, même s'il y a beaucoup de fans qui aiment pas l'ère Kurtzman, il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui sont dedans, hein. C'est pas que mauvais, l'ère Kurtzman. Et en plus de ça, bah, je trouve que c'est ultra irrespectueux. Parce que là, on parle quand même littéralement de 10 ans de lore qui vont simplement être mis à la poubelle. Freine doucement, tu vas me faire casser la gueule dans la broyeuse. Oh, mais je fais ce que je peux, merde. On va aller à l'évidence quand on parle de l'annulation d'une série. Les audiences. Alors bien évidemment, je vois déjà tous les haters qui vont me dire « Oui, cette série n'a pas marché, elle était nulle, elle n'a plu à personne ». Alors encore une fois, c'est pas vrai. D'un point de vue critique, la série a plu. Elle a été beaucoup plus appréciée dans le fandom que des séries comme Picard ou Discovery. En fait, le premier épisode, il n'a pas été tout de suite diffusé sur Paramount+, il a été diffusé sur YouTube. Mais sachez que même moi, qui suis de près l'actualité Star Trek, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant jusqu'au lendemain de la diffusion du truc, où là par contre il y avait tout un tas d'articles pour nous expliquer à quel point elle avait fait des audiences catastrophiques. Et pour le coup, bon, on peut pas leur enlever, elle a vraiment fait des audiences catastrophiques. Donc un pilote de série Star Trek lancé gratuitement sur YouTube, qui ne fait que 13 000 spectateurs lors de sa diffusion en direct, et qui à peine quelques heures plus tard était à 16 000 vues. Ce qui est vraiment pas grand-chose, ce qui est même nul pour une série de cette ampleur-là. Après, en soi, la Paramount n'a pas particulièrement communiqué dessus, mais même sans communiquer dessus, bah, on aurait quand même pu s'attendre à ce qu'elle attire beaucoup de public, hein. Après, le problème, c'est quoi? C'est que du coup, Star Trek, elle est revenue depuis 10 ans en termes de séries télé, que d'un côté, on a les fans qui sont lassés de l'ère Kurtzman, qui ont envie de le voir partir et qui, du coup, bah, sont pas trop pressés avant de regarder une nouvelle série de ce scénariste-là. Et à côté de ça, bah, la saga, elle est quand même la cible d'attaque de la part de l'extrême droite depuis 60 ans, mais autant vous dire qu'avec Internet, le phénomène est amplifié et qu'elle est particulièrement attaquée depuis son retour en 2017. Tout particulièrement depuis l'année dernière, depuis que les incels ont pris une confiance absolue sur l'Internet à cause de l'élection de Donald Trump. Hey, relax, gars. Tous ces éléments mis bout à bout, on peut facilement comprendre que le grand public ait eu du mal à faire confiance à la série. Les bonnes critiques ont commencé à arriver, mais elles ont surtout commencé à arriver avec l'épisode 5, l'épisode centré sur Sam, dont je vous disais que c'était un chef-d'œuvre. Ce qui était un peu tard finalement dans la diffusion de la série. Parce que du coup, au bout de 2 semaines seulement de diffusion, la série était à peine 9e dans le top 10 de Paramount+, et à partir de sa 3e semaine, elle est carrément partie du top 10 pour jamais en revenir. Alors que Star Trek, c'est quand même censé être la franchise phare de la Paramount. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit au moins et qu'elle reste dans le top 10. Sauf que les contenus qui étaient devant elle dans ce top, c'était même pas d'autres séries Star Trek, et c'était parfois même d'autres vieilles séries, hein, comme par exemple Sabrina l'apprentie sorcière. Donc c'est sûr qu'en termes d'audience, c'est objectivement décevant. Bon, d'une part, on peut imaginer que les attentes du studio étaient sûrement un peu trop grandes, hein. En fait, je trouve qu'un des gros problèmes qu'il y a aujourd'hui, que ce soit auprès des studios comme auprès du grand public, c'est que j'ai l'impression qu'on s'attend à ce qu'une œuvre, dès sa sortie, ait le succès et l'impact culturel qu'une œuvre qui a 20, 30 ou 40 ans d'existence. Comme si Starfleet Academy devait, dès sa sortie, avoir autant d'impact que la série originale. Donc là, effectivement, il y a objectivement des mauvaises audiences, mais encore faut-il peut-être laisser le temps à la série d'infuser la culture, surtout quand le studio commande 2 saisons d'un coup. Et vraiment là-dessus, ça me fume, hein, tous ces fans et tous ces spectateurs qui sautent sur la série en disant « Ouais, gna gna gna, c'est pas Star Trek, ça a pas l'esprit Star Trek ». Vous comparez 2 œuvres qui ont 20 ans d'écart. Vous comparez une série qui débute avec 3 ou 10 épisodes avec des séries qui ont 7 saisons, qui ont 40 ans et plus de 100 épisodes. 100 épisodes avec un Z.
forcément qu'on peut pas avoir le même ressenti et que c'est carrément trop tôt pour comparer les séries. Et ça pour moi, avec la grande mode des remakes, des reboots et des suites, les grands studios comme le grand public devraient l'avoir compris depuis quelques années. J'ai pas compris. Mais, on parle d'audience. On parle de fin de contrat d'Alec Kurtzman. Mais il y a autre chose qui plane là-dedans. Quelque chose de bien plus sombre. Quelque chose dont on parle depuis le début de cette vidéo. Paramount. Est-ce que Paramount avait vraiment intérêt à ce que Starfleet Academy marche? Non. Vous allez me dire, Paramount c'est une entreprise capitaliste, donc elle a mis de l'argent dans un projet, elle veut son retour sur investissement dans un projet. Oui mais du coup pour ça, faut qu'elle investisse de l'argent dans le marketing, dans la publicité, faut que le grand public, et pas que les Trekkies, soit au courant qu'une nouvelle série Star Trek arrive. En plus là, on a une série qui s'adresse à un public plus jeune, qui est assez parfaite et assez idéale pour s'introduire à l'univers Star Trek, donc elle avait finalement tout intérêt à mettre le giga budget dans le marketing pour relancer sa franchise phare. Alors pourquoi elle l'a pas fait? Pourquoi la promo elle a été aussi discrète? On parle bien de Paramount là, hein. Et le patron de Paramount depuis quelques mois, c'est qui? C'est David Ellison, un très bon ami de Donald Trump. Et David Ellison, vous avez dû en entendre parler très récemment. Parce que très récemment, il y a eu l'histoire du rachat de la Warner Bros, un autre grand studio hollywoodien, et en fait, il y a Netflix et Paramount qui se bataillaient pour l'avoir. Le problème, c'est que peu importe qui allait l'avoir entre les deux studios, il n'y avait pas d'idéal. Parce que d'un côté, Netflix voulait Warner uniquement pour ses franchises et tuer du coup l'offre sur grand écran pour pouvoir augmenter l'offre sur sa plateforme. Et de son côté, David Ellison et Paramount voulaient racheter la Warner pour absorber ses franchises, absorber ses médias. Parce qu'il faut le dire, hein, Warner a quand même des licences beaucoup plus intéressantes que celles de Paramount. Et du coup, créer une espèce de monopole et surtout utiliser ses marques, utiliser ses franchises pour créer un discours en faveur du libertarianisme et surtout de Donald Trump. Mais du coup, tout ça pour vous dire que David Ellison, même s'il a une franchise comme Star Trek et une franchise phare est hyper porteuse depuis plus de 60 ans, c'est pas dans son intérêt d'avoir une franchise qui est ultra progressiste et ultra inclusive. C'est des idées qui les emmerdent et ils ont aucun intérêt à les supporter. Et du coup, vu qu'on a le contrat de Kurtzman qui arrive à son terme, et qu'en plus, Alec Kurtzman, il était quand même ultra progressiste au sein de son univers Star Trek, ils ont aucun intérêt à renouveler son contrat. Donc du coup, Strange New World, la fin, elle a déjà été tournée, on aura la fin, tant mieux. Et Starfleet Academy, elle est arrivée à cheval entre, on va dire, deux contrats de Kurtzman, autant vous dire que la fin, on ne l'aura jamais. Et d'ailleurs, du coup, à la CinemaCon précédente, Paramount, ils ont indiqué qu'ils voulaient sortir des films Star Trek. Je pense qu'ils les feront, mais je pense surtout, et on verra si l'avenir me donne raison, mais je mets ma main à couper que le prochain film Star Trek qui sortira par Paramount sera une énorme merde. Tout simplement parce que Paramount, ils ont une franchise, et ils vont la torpiller avec un film de merde. Exactement comme Disney procède avec des sagas comme Tron. On a Tron 3 là, qui est sorti l'année dernière, c'était une gigabouse juste pour torpiller la franchise. On sait pas quoi en faire, écoutez, on va faire un film de merde, ça rapportera quand même un peu d'argent, et comme ça, on n'a plus à s'occuper de cette propriété intellectuelle. Je pense sincèrement que tant que David Ellison est à la tête de Paramount, que c'est ce qui attend la franchise de Star Trek. Et vous verrez, les Trekkies qui voulaient voir Kurtzman partir, avec ce que Ellison va faire de la saga, vous allez en venir à regretter l'ère Kurtzman et à dire que finalement, Star Trek Discovery et Star Trek Picard, c'était pas si mal. Et on va terminer cet épisode avec une citation de Noga Lando quand elle a été interviewée à propos de la politisation de son écriture dans Star Trek. Je dirais que la vérité, c'est qu'il existe des salles d'écriture bien plus politisées que celles de notre série. Notre principale préoccupation est de savoir si nous respectons la vision de Gene Roddenberry, si nous honorons les 60 années qui nous ont précédés et si nous montrons fidèlement comment Starfleet et la Fédération agiraient dans ces différentes circonstances. Si les spectateurs se reconnaissent ou perçoivent des résonances politiques actuelles dans nos histoires, tant mieux. Mais ce n'est pas une obligation. Nous nous efforçons simplement de rester fidèles, quoi qu'il arrive, aux valeurs fondamentales de Star Trek et aux principes qui ont prévalu des décennies auparavant. Sauf que cette utopie de Roddenberry, elle est à l'opposé complet de ce que veulent Donald Trump et Ellison pour notre société. En choisissant qui vous soutenez, demandez-vous pourquoi des types comme eux ont un problème avec des histoires qui imaginent un futur
où les humains vivent en harmonie avec le reste de la galaxie, sans distinction ethnique, et où les différences génétiques et culturelles sont une force au service du groupe. Capitaine, la flotte des Nya Spock est un vulcain wokiste a endommagé le vaisseau, mais on a tenu bon. Je pense qu'on va pouvoir continuer, capitaine. Félicitations, Benjamin. Mais ce n'est pas la dernière fois que nous les croiserons. Hélas. Journal de bord du capitaine, 23 avril 2026. Ce petit culte n'a pas été de tout repos. Nous avons subi de nombreuses attaques à cause de sujets traités. Au quart du 21e siècle, ça me surprend toujours que des gens passent autant de temps de leur journée à déballer toute leur haine. Plus le temps avance et plus je me dis que Gene Roddenberry était bien trop optimiste pour l'humanité. Enfin bon, grâce à lui on peut se constituer un petit groupe d'optimistes qui se battent pour un meilleur futur. Un futur où l'entraide remplacera la guerre, où la réflexion l'emportera sur la bêtise humaine, et où la haine ne sera qu'un lointain souvenir. En espérant que ce futur existera un jour. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, elle a mis un peu de temps à arriver, notamment parce qu'en fait, mes 3 précédents petits cultes, je les ai faits en 9 semaines. C'est-à-dire que j'avais à chaque fois 3 semaines pour l'écriture, le montage et le tournage. Donc j'avais besoin pour ce petit culte-là d'avoir un peu plus de temps pour l'écrire. Bon, je vais pas avoir plus de temps pour le monter, mais c'est pas grave. J'avais besoin de ce temps-là pour pouvoir écrire différemment, pour pouvoir tenter d'autres choses. Et là, je l'ai ressenti au tournage. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo finale, mais j'étais plus libre, le cerveau plus disponible et plus à l'aise pour vous raconter tout ce que j'avais à raconter. Surtout que cet épisode, vu que j'ai pris du temps à l'écrire, il était quand même vachement plus dense que prévu. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, notamment sur l'actualité. Beaucoup de disclaimers aussi, j'aime pas trop faire ça, mais là ça me paraissait essentiel, parce qu'en fait, vu que j'ai déjà critiqué l'intégralité de la saison Starfleet Academy en short, en fait, dans les commentaires Instagram, TikTok et YouTube, j'ai eu pas mal de haters qui arrivaient, un peu comme quand je m'occupais de Doctor Who aussi. Donc, vous inquiétez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le tips pour pouvoir les débunker et les faire taire. Mais du coup, il y en avait quand même. Et du coup, c'est ce qui a un peu motivé le fait que j'avais envie de faire ce petit culte sur Starfleet Academy. C'était de pouvoir remettre un peu les points sur les i au niveau de la qualité de cette série. Parce que c'est clairement quand j'ai vu l'épisode 5 centré sur Sam que je me suis dit « Ok, c'est bon, on en parle, cette série est absolument géniale ». Donc voilà, j'espère que la série vous a plu. On se retrouvera bien évidemment l'année prochaine pour parler de la saison 2. Et en attendant, je voulais surtout remercier le site Unification France, qui est mon site de référence pour prendre des informations au niveau de l'univers Star Trek, et aussi qui est mon site de référence depuis vraiment des années, et vraiment un paquet d'années, pour pouvoir prendre des infos au niveau de tous les univers fantastiques et imaginaires que j'aime tant. En fait, c'est un site justement qui s'appelle Unification, parce que justement, il parle d'un peu de tous les univers imaginaires, et en fait, ils font un travail vraiment de qualité, que ce soit en termes de traduction d'articles, que ce soit en termes de recherche journalistique, d'investigation, et même simplement parfois en termes de critique. Par exemple, c'est eux qui m'ont un peu donné toutes les clés pour m'introduire à l'univers Star Trek, parce que je pouvais suivre un peu leur édito à propos de cet univers-là, et je me suis énormément servi de leur site pour pouvoir écrire cette vidéo, ce qui était normal au vu du nombre d'années que j'ai passé à lire leurs articles. Donc écoutez, si vous aimez la science-fiction, n'hésitez pas à aller sur ce site régulièrement, c'est vraiment une source d'informations fiable en ce qui concerne Star Trek et tout un tas d'autres d'univers imaginaires. En tout cas, si vous avez aimé me voir parler de la dernière série Trek, j'ai fait à peu près la même chose avec la série Farscape qui est récemment rendue disponible gratuitement en France pour la première fois, et aussi sur tout un tas de spin-off de Doctor Who. En fait, j'ai essayé de déterminer comment on faisait un bon spin-off de Doctor Who. C'est aussi dans cette vidéo-là que j'avais déjà pas mal parlé de Star Trek. Et si vous êtes un Trekkies et que vous avez découvert la chaîne avec cette vidéo, écoutez, bienvenue. Mais en tout cas, tout ce que j'ai dit sur Star Trek Starfleet Academy n'était que mon avis. Faites-vous le vôtre, et ciao!